Bon, on va continuer cette journée. On va accueillir un grand blond avec 2 chaussures noires et une écharpe rose. Il incarne le volet innovation à la filière ingénieur entreprendre. Je vous demande d'accueillir Hervé Klechowski. Je vais vous passer un petit film que personne dans la salle n'a vu puisque vous n'étiez pas né. Alors, ça commence. Est-ce qu'on a le son? On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La Tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était une autre crise. C'était une autre crise qui a eu lieu il y a 30 ans. C'était c'était pas un pot de yaourt, c'était plutôt quelqu'un de longiforme. C'était Giscard d'Estaing qui a fait cette campagne publicitaire pour nous encourager à soit faire des économies d'énergie, soit trouver des idées pour améliorer notre compétitivité. On voit qu'en 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si, une chose, c'est que l'industrie où on était très fort a un petit peu disparu. Alors, si nous n'avons pas de pétrole, pourrions-nous avoir des idées? Alors, j'ai écouté, j'ai lu la presse depuis quelques mois. Et la première chose que j'ai vue, c'est le gouvernement français qui a inventé quelque chose de génial. C'est un ministre du redressement productif. Alors, non seulement on n'était pas compétitif, mais en plus, on n'est pas productif. C'est grave. Alors, ce qui est clair, c'est que les chiffres et les indicateurs de compétitivité nous démontrent bien qu'on est dans la mouise. Il est clair que le déficit de la balance commerciale, clairement, on est en dessous. Et principalement à cause du pétrole. Mais il est clair aussi que notre taux de main-d'œuvre en France, il n'est pas terrible. 38 € de l'heure en moyenne pour un ouvrier en France chargé, 33 € en Allemagne. Alors, ce qu'on a inventé, c'est le choc de compétitivité. Je vous en ai tous entendu parler. C'est un grand chiffre avec 10 zéros, 20 milliards. Et 20 milliards, la première chose, c'est qu'il faut les trouver. Alors, il y a certains humoristes qui ont imaginé qu'on pouvait peut-être le trouver en Chine. D'accord ? Mais moi, j'ai fait un petit calcul pour me rendre compte de ce que représentait 20 milliards sur le coût horaire. Je ne sais pas si personne n'en a parlé dans la presse, mais j'ai simplement fait une division et j'ai trouvé 2,30 € de l'heure. C'est-à-dire qu'on va améliorer notre compétitivité de 2,30 € versus les 38. C'est-à-dire qu'on ne rattrape même pas l'Allemagne. Alors, si on regarde à l'échelle de la planète, ce qui est encore plus intéressant, c'est le taux de la main-d'œuvre dans les différents coins du monde. Et face à ça, c'est également le taux de croissance. Alors on veut bien faire des pactes de compétitivité à 20, 200, 300 milliards, 1000 milliards si vous voulez. On ne battra jamais un Chinois qui sera à 2 $ de l'heure. C'est de l'argent foutu par la fenêtre. Alors les 2,40 $, ou les 2,40 €, 2,30 € d'ailleurs, je les ai comparés par une variation de 10 cents de la parité dollar-euro. C'est ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Eh bien, curieusement, pour 10 cents de variabilité entre ces deux monnaies, c'est l'équivalent de 3 € de l'heure. C'est-à-dire qu'on a absorbé ces 20 milliards qu'on n'a encore pas dépensés ni économisés dans l'entreprise en seulement 3 mois. Donc, je ne crois pas que ça soit la solution. Je pense que nous avons simplement besoin d'entreprises compétitives. C'est pas compliqué. Si? Je vois Clarence qui se ronge les ongles. Non, elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Alors, c'est quoi une entreprise compétitive? J'ai repris un compte d'exploitation d'une entreprise manufacturière en France traditionnelle qui fabrique des produits, qui essaye de les vendre et qui a un compte d'exploitation qui fait apparaître que 70% des coûts de son compte d'exploitation n'est ni plus ni moins que ses coûts de production récurrents pour fabriquer ses produits. Pour faire une entreprise compétitive, il faut simplement créer de la valeur et réduire ses coûts. C'est 2 règles d'or. Et pour ça, il faut vendre plus de produits, si possible en dehors de nos frontières, de telle sorte qu'on puisse globalement rapporter de l'argent à notre pays.
Et ça, c'est développer des produits compétitifs et innovants. C'est pas plus que ça. Et c'est ça qui doit être notre priorité, ou votre priorité. Si on écoute la petite jeune fille qui était tout à l'heure dans l'exposé et la vidéo, on compte sur vous. Nous, on est trop vieux maintenant. Hein, c'est clair ? Alors si je continue un petit peu cette logique de réduction des coûts, parce que c'est un des aspects qu'on a tous vécu et qu'on vit encore, j'ai tracé une petite courbe très intéressante. C'est comme quand on achète ses pommes et ses poires sur le marché. Combien coûtent les produits que l'on fabrique en euros par kilogramme? On a inventé le TGV. C'était à peu près à la même époque que la publicité quand on cherchait des idées, qu'on n'avait pas de pétrole. Hein. On a demandé aux ingénieurs qui roulent à 350 km/h, mais quand on pèse le TGV à la sortie de La Rochelle, dans les centres d'Alstom, ça coûte 30 € du kilo. C'est le prix d'un bon steak chez un bon boucher. Voilà. La première observation, c'est que plus on fabrique un produit, plus son coût de revient baisse. Parce qu'on met plus d'intelligence, plus d'automatisation, plus de réflexion pour faire baisser le coût du produit. Il y a deux exemples qui sont intéressants sur cette courbe, je vais y revenir par la suite. C'est l'automobile. Sachez qu'une voiture, ça ne coûte que 5 € du kilo à fabriquer. C'est très très peu, sachant que l'inox coûte 3,50 € du kilo, qu'un bout de plastique un peu technique, c'est vite 3, et bien on est capable de fabriquer des voitures pour 5 € du kilo. La preuve, c'est que certains constructeurs commencent à les vendre en euros par kilo. Vous avez tous vu cette publicité dans la presse. Une Smart coûte 13 € par kilogramme. C'est beaucoup moins cher qu'une baguette de framboise. Pire encore, en Italie, il y a des Italiens dans la salle, Isuzu a fait toute une campagne pour vendre ses 4x4 en euros par kilo. Cette fois-ci, c'est 9 € du kilogramme. Ne demandez jamais le plein d'essence quand vous achetez un Isuzu en Italie. Ils vont vous vendre du pétrole à 9 € du kilo. Vous avez compris, non ? Je vois Béatrice qui me regarde. D'accord. Bon. L'innovation va être la clé dans laquelle vous allez nous sortir de la crise. Vous, hein, pas moi, c'est trop tard, je vais bientôt partir à la retraite, un jour peut-être, d'accord, si vous me le permettez. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un lien très très fort entre l'innovation et la réduction des coûts. J'ai tracé, alors plutôt pas pour vous, mais pour vos grands-parents, parce que vous êtes tous un peu près jeunes, le prix d'une voiture, d'accord, dans les années 60. Il fallait 3 ou 4 années de salaire pour se la payer. Aujourd'hui, on achète une Dacia avec 6 ou 7 mois de SMIG. Donc le progrès et l'innovation est indissociable de la notion de coût de revient. Et c'est ces deux notions qui donnent les paris impossibles des stratégies d'innovation aujourd'hui. Innover, c'est un peu une mission impossible. La première chose, mais je crois que ça a été dit par plein de personnes depuis ce matin ou depuis cet après-midi, c'est qu'il faut savoir détecter les besoins latents non satisfaits. Ce que des gens ont envie d'avoir, d'accord, pour ce qu'ils sont capables de se payer. C'est un peu l'équation magique. Et c'est une équation, quand on sait la poser, qui généralement est sans solution. Elle est sans solution pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne se la pose pas. Et la deuxième, c'est qu'on voit autour de nous une bande de losers, d'accord, vous en faites partie sans doute, qui vont nous expliquer que 1, c'est impossible, que 2, si les autres y arrivent, c'est qu'ils font du dumping, ou pire encore, c'est si on réduit les coûts et si on fait un truc complètement innovant, on va se casser la gueule en termes de qualité. Conclusion, on ne fait rien. Première priorité, si l'on veut se bouger, c'est de savoir poser des équations simples qui nous permettent de gagner en compétitivité. Alors j'ai pris des exemples pour illustrer tout ça. Et la première, je pense que tout le monde voit ce que c'est, non ? C'est plutôt bon, d'accord ? Et c'est plutôt gras. Alors, quand on est fabricant de friteuses et qu'on se dit comment je vais pouvoir vendre des friteuses alors que tout le monde dans le monde entier nous explique qu'il faut manger moins gras, ça va devenir compliqué. Eh bien non, c'est sans doute la source du besoin latent non satisfait qu'il va falloir résoudre. Alors je vais vous donner la solution qui a été trouvée par un groupe avec 3 lettres rouges sur un fond blanc qui est à 20 km au nord-ouest de Lyon. D'accord ? C'est pas très compliqué. La première chose, c'est que sur le marché, on trouve quoi chez Darty ? J'ai fait une copie de Darty. Une friteuse à bain d'huile dans laquelle on les trempe avec de l'huile de palme évoquée par un des précédents speakers. Ça vaut 45,90 €. Ça veut dire quoi, sachez-le quand même, c'est qu'entre le prix facial que vous payez un produit électroménager et son prix de revient, il y a un coefficient 4. C'est-à-dire que c'est fabriqué pour 10 €. Et pour 10 €, ça ne peut plus être fabriqué en France, c'est 100% chinois.
Alors qu'est-ce qu'a fait ce groupe magique avec 3 lettres rouges sur un fond blanc? Eh bien, il a inventé quelque chose qui s'appelle Actifrail. Alors je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a acheté une Actifrail, probablement, en tout cas vos parents, là, sa sœur, d'accord, hein, c'est le produit magique qui promet de faire des frites sans huile, d'accord, et qui va permettre à un groupe de renommée internationale bien français de fabriquer 1 500 000 friteuses en France. Elles sont fabriquées à Is-sur-Tille. Donc l'innovation, c'est surfer sur ce besoin, comprendre ce qui se passe autour et trouver finalement la solution. Et là, on voit dans ce cas précis que le prix, d'accord, est tellement plus important que le prix d'une friteuse qu'elle décale complètement le produit qui est devenu ringard, c'est de tremper des patates dans de l'huile chaude. Je vais prendre un deuxième exemple qui est assez intéressant, puisque c'est une histoire que vous connaissez tous, c'est celui de la machine à laver. Je pense que tout le monde a une machine à laver, ou presque, peut-être pas, ou chez vos parents. Et ce qu'on cherche à faire depuis des siècles, c'est finalement par ces appareils électroménagers ou ces machines à laver, ces lave-vaisselle, c'est finalement de soulager notre esprit ménagère, pour ne pas signaler qu'il n'y a que les ménagères qui s'en occupent. Et pour ça, finalement, qu'est-ce qu'on a su faire? Alors une machine à laver, si je vous pose la question, quels sont les problèmes qu'elle pose chez vous? A priori, très peu. C'est le produit de la vie quotidienne qui a le meilleur MTBF 3 fois supérieur à celui d'une voiture. C'est-à-dire qu'il a 3 fois moins de chances de tomber en panne qu'une voiture sur sa durée de vie. Mais pourtant, ça tombe en panne. Et le jour où ça tombe en panne, eh bien, c'est les voisins qui ne sont pas contents, parce que généralement, ça génère une fuite, et vous inondez l'appartement. Alors j'ai pris cet exemple sur la machine centrale pour montrer 2 innovations majeures. Alors, il y en a qui vous n'allez pas vous en rendre compte, mais la première est celui de l'économie sur la lessive. Aujourd'hui, vous mettez tous 2 fois trop de lessive dans vos machines quand vous les faites tourner. Vous pourriez réduire les doses par 2, ça laverait aussi bien. Et en tout cas, d'un point de vue écologique, ça protégerait un peu mieux nos rivières. Donc la première chose qui a été faite sur cette machine, c'est de dire, non, on va distribuer la juste quantité en fonction de ce qu'on lave. Et la deuxième, c'est qu'on va traiter de façon finale, les problèmes de fuite. On a résolu 2 problèmes latents. Mais il y en a un qui subsiste. Alors je ne sais pas si vous faites la lessive à la maison. En fait, le lavage, ça va très bien, mais c'est le repassage. C'est ça qui est le plus long. Et finalement, le vrai besoin latent qu'on a tous autour du nettoyage du linge, c'est son repassage. Alors, comme on est à la veille de Noël, je vais vous faire un cadeau, parce que c'est une idée innovante, mais non brevetable, que vous pouvez tous installer. Donc, c'est mon idée de cadeau. Et je vais vous expliquer une chose que tout le monde connaît, en tout cas vos grands-mères le connaissaient, mais on a complètement oublié les filles. D'accord ? C'est que lorsqu'on lave son linge et qu'on le rince avec de l'eau qui sort du réseau à basse température, on lave à 40-50 degrés, et qu'on envoie violemment de l'eau de rinçage, on casse la fibre. Conclusion, je vais vous donner une solution magique. Si les hommes n'ont pas acheté de cadeau de Noël, vous allez chez Castorama, vous achetez pour 14,50 € un mitigeur que vous plantez au cul de votre machine, vous allez avoir 2 effets magiques. Le premier, c'est que vous allez réduire le temps de lavage, l'eau n'aura pas besoin de monter en température avec sa résistance. Et deuxième chose, vous allez rincer à la température à laquelle vous avez lavé. Donc vous n'aurez pratiquement plus à repasser vos chemises. Voilà ce type d'innovation qui doit être la source de nos réflexions. D'accord ? C'est pas compliqué. Il faut écouter finalement les consommateurs. Un autre exemple, parce qu'on a parlé tout à l'heure des taux de main-d'œuvre entre la Chine et l'Europe et tutti quanti, et tous les pays qui sont émergents. Pendant la crise, alors cette fois-ci c'est une marque blanche sur fond bleu, dans le milieu du sport. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Bon. Qui a un vélo dans la salle avec des lettres blanches sur fond bleu ? Je pense qu'il y en a une majorité. Ils sont capables d'en vendre 2 millions en France et un peu plus en Europe. Ils se sont rendus compte en plein milieu de la crise que vendre des vélos marqués Made in China, c'était un danger pour leur business. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés voir tous les équipementiers de vélos, puis ils leur ont dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que toute la production qu'on vous a poussée pendant 10 ans à faire en Chine, vous la refaisiez en France. Mais cette fois-ci au même coût. Ce qui est un pari impossible. Là, grosso modo, on multiplie par 2 ou 2,5 un prix de revient chinois, lampe de vélo avant-arrière, d'accord, ça vaut à peu près 1 €, 1,50 €. Fabriqué en France, ça vaut le double. Une petite équipe à Nantua, pas très loin d'ici, d'accord, avait 2 solutions. Soit fermer boutique,
soit de se remuer les fesses. En 6 mois, ils ont sorti ça. C'est un produit 100% français, fabriqué à Nantua. Aujourd'hui, ils en fabriquent 500 000 par an. Et ils se sont jurés de ne pas livrer la marque blanche sur fond bleu. Puisque finalement, il y a tellement de gens qui veulent le racheter qu'ils n'ont même pas les capacités de production pour les faire. Donc même dans un défi de compétitivité face à une main-d'œuvre pas chère, notre intelligence et notre sens de l'innovation, pourvu qu'on décode et qu'on comprenne, nous permet de réagir et de réindustrialiser notre pays. Vous la reconnaissez? J'ai pas la musique, je suis désolé, je ne vais pas la chanter. C'est Josiane, d'accord? Josiane Balasco, pour ceux qui n'ont pas reconnu, d'accord? Dans les bronzés font du ski. Alors ça, c'est intéressant, il y a peut-être des gens qui ont participé à cet événement, d'accord? Une autre marque de sport d'hiver, un peu spécialisée dans des choses pas très loin de la région, sont posées la question pourquoi les filles chougnent-elles quand elles vont skier? Alors y a-t-il des filles qui chougnent quand elles vont skier là? Elles ne vont pas avouer. Hein? Si? Non? Il n'y a pas de filles qui skient? Ou il n'y a pas de chougneuses? Bon, la première chose, c'est qu'effectivement, toutes les filles chougnent quand elles vont skier. Pour deux raisons très formelles. C'est qu'elles ont mal aux pieds et qu'elles ont froid aux pieds. D'accord? On n'y peut rien. C'est comme ça. Alors là, je vais parler plutôt des processus innovants. Cette entreprise, bon, je crois que c'est peut-être marqué en bas, hein, je crois que je n'ai pas donné le nom de la marque, est venue me chercher en me disant « Mais Hervé, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, je dis « Ce qu'on peut faire, la première chose, c'est qu'on remette le client au centre du problème. » Et les clients, en l'occurrence, c'était des clientes. Et je suis allé chercher une trentaine de filles dans toutes les écoles d'ingénieurs, de commerce et de marketing de la région, et on les a livrées en pâture dans le Technopôle de Salomon. Non seulement on les a livrées, mais toute l'entreprise a arrêté de travailler pour se mettre à disposition des 30 clientes potentielles. Et les 30 clientes potentielles ont, en une journée, 600 minutes, trouvé des solutions pour qu'elles n'aient plus mal aux pieds et qu'elles n'aient pas froid aux pieds. C'est simple. Fallait-il les écouter? Alors quand on est une équipe de garçons qui travaillons pour des produits pour les filles, c'est difficile d'imaginer qu'une fille a mal aux pieds. Et quand on interroge les médecins, on se rend compte très naturellement que nous, les hommes, d'accord, on a été créés pour aller à la chasse. Au mammouth, d'accord? Et non pas à la gazelle, pour ceux qui auraient pu l'imaginer. Hein? Eh bien, morphologiquement, les pieds des hommes et les pieds des femmes ne sont pas du tout constitués pareil. La capillarité de toute la partie sanguine d'une femme passe par l'extérieur. L'homme, qui courait dans la nature à la chasse aux mammouths, on lui a conçu un système d'irrigation à l'intérieur du pied pour le protéger. Conclusion, les filles, quand vous mettez une paire de chaussures de ski avec des grosses boucles et un gros plastique, on va serrer comme des marteaux à l'intérieur, on va vous comprimer la surface du pied et par conséquent, vous allez toujours chougner parce que vous aurez froid et parce que vous aurez mal. L'innovation, c'est aussi ça, c'est écouter et détecter quels sont les besoins et d'essayer de les comprendre. Alors pour terminer finalement mon exposé, une autre aventure que j'ai vécue avec Béatrice il y a à peu près 6 ans, et c'était un étudiant de l'INSA qui est venu nous voir dans la filière ingénieur entreprendre et qui nous a dit voilà, moi ce que je voudrais faire, c'est le tour du monde à la voile. Mais j'ai à peine la vingtaine et j'ai aucune chance d'y arriver. Aujourd'hui, ce garçon, vous le connaissez tous, il s'appelle François Gabard. Il est en tête du Vendée Globe. Il est allé au bout de son idée et au bout de ses rêves, et qui était pour lui une équation impossible. Donc je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience que de l'avenir de nous tous, c'est vous qui l'avez entre les mains, et il faut que vous posiez les équations impossibles que vous allez résoudre dans le futur pour nous en sortir. Je termine par la dernière slide, d'accord? C'est une petite citation, mais avant de la citer, je vous le rappelle, les richesses de demain naissent aujourd'hui, et c'est à vous de les faire, ça ne sera pas à moi. Ok? Moi, j'ai terminé.